Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une avancée assez intéressante, je crois, dans la simulation numérique de la motilité intestinale. Plus précisément, on va parler de l'intégration de la mécanique du contact, c'est-à-dire comment l'intestin, quand il bouge et se déforme beaucoup, peut finir par interagir physiquement avec lui-même. Oui, c'est ça et c'est un point, qui est vraiment essentiel et souvent un peu simplifié, voire complètement ignoré dans les modèles qu'on avait jusqu'ici. Pourtant, ça devient absolument critique pour comprendre certaines pathologies. On pense, bien sûr aux hernies étranglées, vous savez quand une partie de l'intestin se coince ou alors aux adhérences qui peuvent, apparaître après une chirurgie abdominale. Dans ces situations, le contact physique, il joue un rôle mécanique énorme. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile à observer et à mesurer directement chez un patient. Tout à fait. Donc, la question centrale de notre discussion aujourd'hui, qui s'inspire d'une publication scientifique récente, c'est celle-ci. Est-ce que cette nouvelle approche de modélisation, qu'on dit multiphysique parce qu'elle couple l'électrique et le mécanique, hein, et qui intègre vraiment cet autocontact et les grandes déformations de l'intestin, est-ce que ça représente une vraie percée? Est-ce que ça peut nous aider à mieux comprendre et peut-être même à terme à prédire ces troubles de motilité liés au contact? Mmh. Ou alors, est-ce qu'il faut, un peu modérer cet enthousiasme? Parce que bon, malgré la sophistication technique qui est indéniable, est-ce que les simplifications qui sont toujours présentes dans ce type de modèle, surtout sur le plan biologique en fait, ne limitent pas encore sérieusement sa portée? Son applicabilité clinique directe, quoi? Alors, de mon côté, je vais défendre l'idée que ce cadre méthodologique, il constitue un progrès majeur et qui nous offre des outils d'investigation in silico, donc par simulation, qui sont sans précédent pour aller explorer ces phénomènes de contact vraiment complexes et leurs conséquences sur la fonction d'intestin. Et moi, je vais plutôt souligner que même si le modèle est techniquement assez impressionnant, ses limitations actuelles, notamment dans la finesse de la représentation biologique, elles nous obligent quand même à rester prudentes quant à l'interprétation des résultats et à une utilisation clinique immédiate. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Ce nouveau cadre, il vient combler, je pense, une lacune assez évidente dans la modélisation gastro-intestinale. Historiquement, c'est vrai, la modélisation de l'intestin a toujours été un peu moins avancée que, par exemple, celle du cœur. Et un des aspects souvent un peu passés sous silence, c'était justement ces interactions de contact propres. Or, elles sont fondamentales dans des scénarios cliniques qui sont fréquents et parfois graves. Prenez les adhérences après une opération. On estime que plus de 90% des patients qui ont une chirurgie abdominale lourde en développent. Et ces adhérences, elles peuvent causer des blocages, des douleurs chroniques à cause des contraintes mécaniques directes. Ce modèle, lui, il s'attaque à ça. Sa force, c'est vraiment sa capacité à simuler ces scénarios, l'étranglement d'une hernie, les effets d'une adhérence, en tenant compte de deux choses clés. Les très grandes déformations que subit l'intestin et sa structure matérielle qui est complexe. La paroi de l'intestin, c'est pas juste un tube passif, hein. Elle est anisotrope. Ça veut dire que ses propriétés mécaniques dépendent de la direction, notamment parce qu'il y a 4 familles de fibres de collagène orientées de façon précise qui la renforcent. Le modèle intègre aussi l'électrophysiologie active du tissu. Il simule comment naissent et se propagent les ondes lentes électriques, celles qui commandent le rythme des contractions. Pour ça, il utilise un modèle mathématique connu, le Fitch-Nagumo. C'est un classique pour représenter l'excitation dans les cellules comme les cellules de Cajal, les pacemakers de l'intestin et les cellules musculaires lisses. Cette activité électrique, ensuite, elle est couplée à la mécanique du tissu, qui est modélisé comme un matériau hyper élastique, capable de grandes déformations, via ce qu'on appelle l'approche de la déformation active. En gros, la contraction est déclenchée par le signal électrique. Mais la vraie nouveauté, c'est la gestion explicite du contact. Pour éviter que les différentes parties du modèle se traversent quand ça se replie ou se comprime dans la simulation, il faut détecter où et quand le contact se produit. Chercher partout tous les points possibles serait extrêmement coûteux en calcul. On dit une complexité en O de n carré où n c'est le nombre de points sur la surface, ça deviendrait ingérable. Ce modèle utilise une technique plus maligne, la recherche des plus proches voisins basée sur les arbres cadets. C'est une façon d'organiser les points dans l'espace pour trouver très vite ceux qui sont proches les uns des autres. Et ça réduit la complexité à O de n log n, ce qui est beaucoup, beaucoup plus rapide pour les grands modèles. Une fois le contact détecté, on utilise une méthode dite de pénalité pour empêcher l'interpénétration. En gros, on applique une force de répulsion virtuelle. Tout ça est intégré dans une formulation mathématique et numérique robuste, adaptée aux tissus biologiques qui sont quasi incompressibles, comme l'intestin, plein d'eau, en utilisant une approche à deux champs, déplacement et pression.
Et les résultats, eh bien, ils sont parlants. Les simulations arrivent à reproduire in silico des phénomènes qu'on observe ou qu'on attend en clinique. Par exemple, une diminution nette de l'activité péristaltique juste avant une zone d'étranglement simulée, une pression très forte à l'intérieur du bout d'intestin étranglé, ou même une suppression presque totale de la motilité là où on simule une adhérence. Sont des aperçus qualitatifs nouveaux générés par le modèle qui pourraient être vraiment précieux pour comprendre ces maladies. Je reconnais tout à fait l'élégance de la formulation mathématique et l'effort considérable qui a été fait pour intégrer cet aspect du contact. C'est sûr, c'est un pas en avant sur le plan de la physique, de la mécanique numérique. Cependant, il faut vraiment faire attention à ne pas être aveuglé par la sophistication technique et retarder lucidement les simplifications qui restent, surtout je pense sur le plan biologique. Premièrement, le modèle électrophysiologique. Bon, il utilise Fujit-Nagumo pour les ondes lentes et la contraction, d'accord, mais ça reste une version simplifiée de la réalité, qui est bien plus complexe. Tel qu'il est présenté, il ne modélise qu'un seul type d'onde à la fois et il suppose une propagation uniquement dans un sens, vers l'aval, la direction aborale. Or, la physiologie réelle, elle est plus riche, il y a différents types d'ondes, des interactions, et surtout, l'influence capitale du système nerveux entérique, le fameux cerveau de l'intestin qui régule finement la motilité, eh bien, elle n'est pas incluse ici. Ça, c'est une simplification majeure quand même. Deuxièmement, la façon dont l'environnement mécanique de l'intestin est représenté. Le mésentère, ce tissu qui attache l'intestin et lui amène les vaisseaux et les nerfs, il est modélisé par une condition aux limites, une sorte de contrainte extérieure, type Robin. En gros, ça applique une force de rappel proportionnelle au déplacement avec une rigidité qui peut varier. Bon, c'est une approximation pratique pour représenter un ancrage élastique, d'accord, mais ça ne capture pas toute la complexité d'une interaction avec un tissu réel, qui pourrait être viscoélastique, poreux même, et qui participe à des échanges multiphysiques complexes avec l'intestin et les organes autour. Troisièmement, l'hypothèse du contact sans friction. Il est justifié par la lubrification naturelle, oui, c'est probablement une bonne approximation dans beaucoup de cas. Mais on peut se demander si dans certaines pathologies, comme une inflammation ou quand il y a de la fibrine avec les adhérences, est-ce qu'une friction, même faible, ne pourrait pas jouer un rôle dynamique ? Enfin, la méthode de pénalité pour le contact, si elle est simple à mettre en œuvre numériquement, c'est vrai, elle est connue pour être sensible au choix d'un paramètre clé, le coefficient de pénalité. S'il est trop faible, les tissus vont un peu s'interpénétrer, ce qui n'est pas physique. S'il est trop élevé, ça peut créer une rigidité artificielle ou, pire, des instabilités numériques qui font planter la simulation. Trouver le bon équilibre, ça demande souvent des ajustements fins et ça peut dépendre du problème étudié. D'ailleurs, les auteurs eux-mêmes le reconnaissent comme une limitation. Donc, la question fondamentale pour moi, c'est est-ce que l'amélioration apportée par la modélisation explicite du contact, qui est un phénomène physique clé, on est d'accord, est-ce que ça suffit à compenser l'impact potentiel des aspects biologiques qui, eux, restent encore très schématiques? Où est le facteur limitant principal pour la fidélité du modèle, finalement? Je comprends parfaitement votre insistance sur ces simplifications biologiques, et c'est crucial, oui, de les avoir en tête. Cependant, je vous propose une autre lecture, si vous voulez, de la hiérarchie des facteurs, surtout dans les situations pathologiques extrêmes que ce modèle cherche justement à explorer. Prenez le cas d'un étranglement herniaire sévère, où un bout d'intestin est vraiment coincé, comprimé, ou celui d'adhérence post-chirurgicale très étendue, très fibreuse, qui bloque le mouvement normal. Dans ces scénarios-là, la contrainte mécanique, purement physique, celle induite par le contact, la compression, devient à mon avis le facteur physiquement dominant. Elle peut directement écraser les tissus, fermer la lumière intestinale, bloquer physiquement le transit. C'est cette physique un peu brutale que ce modèle essaie de capturer. Et c'est le premier, à ma connaissance, à le faire en couplant explicitement cette contrainte mécanique intense avec l'électromécanique active de la paroi, en 3D et en tenant compte des grandes déformations. Les résultats assez frappants qu'on obtient dans les simulations, comme l'observation d'une pression interne très élevée dans le segment étranglé, une hyperpression qui peut elle-même poser problème pour la vascularisation, ou la suppression quasi complète de l'onde péristaltique au niveau des adhérences simulées, eh bien, ça découle directement de cette physique du contact qui est intégrée au modèle. On a enfin un outil pour commencer à étudier quantitativement, même si c'est in silico, l'impact de ce déterminant majeur sur la fonction intestinale dans ces pathologies. Avant ce type de modèle, on était assez démunis pour simuler cet aspect fondamental. On pouvait modéliser l'électrophysiologie ou
ou la mécanique d'un segment isolé, mais pas l'interaction complexe qui résulte du contact dans une géométrie réaliste et déformée. Je vous accorde que la contrainte physique est prépondérante dans ces situations extrêmes, oui. Là où mon scepticisme persiste, c'est sur la capacité du modèle actuel à capturer fidèlement l'interaction dynamique et complexe entre cette contrainte mécanique et la réponse biologique du tissu intestinal. Parce que cette réponse n'est pas juste passive. Reprenons l'exemple de l'ischémie, le manque d'oxygène qui arrive vite dans une hernie étranglée. Le modèle actuel, il en tient compte de manière simplifiée. Les auteurs appliquent une augmentation de la rigidité du tissu dans la zone ischémique, le tissu devient plus raide, et une diminution de sa conductivité électrique. Le signal passe moins bien via une réduction d'un coefficient de diffusion. Bon, c'est un premier pas, c'est louable, mais la réalité biologique est bien plus complexe. L'ischémie, ça déclenche toute une cascade d'événements parabousselants. Ça affecte le métabolisme, ça peut altérer les récepteurs, ça induit la libération de médiateurs inflammatoires, ça modifie potentiellement d'autres feedbacks mécano-électriques qui ne sont pas pris en compte. Le modèle actuel, en se contentant de modifier quelques paramètres, un peu comme ça, est-ce qu'il capture réellement cette dégradation fonctionnelle progressive et ses interactions avec la compression ? Ou bien est-ce qu'il isole trop l'aspect purement mécanique du contact en le découplant d'une biologie dynamique et interactive qui, elle, est encore trop simplifiée ? Et le même questionnement vaut pour les adhérences. Le modèle les simule surtout comme une contrainte mécanique externe qui limite le mouvement. Mais les adhérences, elles sont souvent associées à une inflammation chronique locale, qui peut en elle-même altérer la fonction nerveuse et musculaire, au-delà de la simple restriction physique. Cet aspect biologique associé, il n'est pas capturé. Donc oui, le modèle simule bien la contrainte, mais est-ce qu'il simule aussi bien la réponse complexe du tissu à cette contrainte? J'ai encore des doutes là-dessus. Oui, votre point sur l'interaction dynamique est pertinent, et ça nous amène directement à la question de la portée clinique de ces simulations. Je pense qu'ici, il est essentiel de bien distinguer l'utilisation du modèle comme outil d'exploration et sa capacité à être un outil prédictif au sens clinique strict. Pour moi, la valeur exploratoire de ce type de modèle est déjà immense, et c'est ça l'avancée majeure. Prenons un exemple concret, la capacité à générer des courbes de manométrie in silico. La manométrie, ça mesure les pressions dans l'intestin, ça renseigne sur sa motilité. Dans des situations comme une hernie étranglée aiguë, faire une manométrie in vivo, c'est souvent impossible ou trop risqué. Or, ce modèle permet de simuler ces profils de pression dans différents scénarios. Les simulations montrent, par exemple, comment l'augmentation progressive de la sévérité d'un étranglement, modélisé par des changements de rigidité et de diffusion, impacte différemment la propagation de l'onde électrique et la force de la contraction mécanique. On peut voir dans la simulation comment la pression s'accumule en amont, comment la motilité s'effondre dans la zone étranglée. De même, on peut explorer comment la localisation, la taille ou la rigidité d'une adhérence simulée affecte le passage de l'onde. C'est un vrai laboratoire virtuel en fait. Ça nous permet de générer des hypothèses sur les mécanismes physiopathologiques, de tester l'influence de différents paramètres, de visualiser des phénomènes difficiles à observer autrement. Cette capacité à explorer virtuellement ces scénarios pathologiques complexes, elle était tout simplement hors de portée avant l'intégration explicite du contact dans des modèles électromécaniques 3D. Tout à fait d'accord sur le potentiel exploratoire. Les tendances qualitatives qu'on observe dans les simulations, le blocage par une adhérence, l'augmentation de pression en amont d'un étranglement, sont non seulement intéressantes, mais aussi biologiquement plausibles, oui. Ça peut sans aucun doute aider les chercheurs à affiner leur compréhension et à formuler de nouvelles hypothèses. Cependant, il y a un fossé énorme entre cette exploration qualitative et la capacité à faire une prédiction quantitative fiable pour un patient donné. Une prédiction qui pourrait par exemple guider une décision thérapeutique comme le bon moment pour opérer. Plusieurs obstacles majeurs se dressent là. Le premier, c'est l'énorme variabilité biologique entre les individus. La forme de l'intestin, les propriétés des tissus, la force des contractions, ça varie beaucoup. Le second, c'est la difficulté pratique, voire l'impossibilité actuelle, d'obtenir les paramètres précis pour personnaliser le modèle. Comment mesurer in vivo, sans être invasif et avec précision, la rigidité locale, l'anisotropie des fibres, la conductivité électrique d'une anse intestinale ischémiée ou prise dans des adhérences ou... Ce sont des données cruciales pour le modèle, mais inaccessibles en clinique aujourd'hui. Et enfin, il y a les simplifications du modèle lui-même dont on a déjà parlé, l'électrophysiologie simplifiée, l'absence du système nerveux entérique, la modélisation approximative de l'environnement,
L'hypothèse sans friction, la sensibilité de la méthode de contact, tous ces facteurs limitent très fortement, à mon avis, la valeur prédictive, quantitative et directe du modèle actuel. J'ai du mal à imaginer un chirurgien aujourd'hui baser sa décision d'opérer ou non ou de choisir l'étendue d'une résection d'adhérence sur les résultats numériques bruts de ce type de simulation. Le potentiel est là pour le futur, oui, mais l'application clinique prédictive directe me semble encore loin. L'objectif de la prédiction clinique personnalisée, oui, c'est effectivement un horizon à plus long terme. Ça nécessitera des avancées à la fois dans la modélisation et dans l'acquisition de données patients spécifiques, on est d'accord. Mais ne minimisons pas l'avancée pratique que représente déjà la capacité à gérer efficacement le problème du contact dans ces simulations. L'algorithme basé sur les arbres cadets que j'ai mentionné, il est vraiment essentiel. Il rend le problème de la détection de contact sur des maillages 3D complexes, des représentations numériques de l'intestin, avec potentiellement des dizaines, voire des centaines de milliers de points, gérable d'un point de vue calculatoire, même quand ces maillages se déforment énormément. Sans cette optimisation, la recherche exhaustive tout point contre tout point aura une complexité en O de n, ce qui veut dire que le temps de calcul augmenterait comme le carré du nombre de points. Pour des modèles réalistes, ça deviendrait vite prohibitif, des temps de calcul déraisonnables même sur de gros ordinateurs. L'étude comparative dans le matériel source montre clairement une réduction substantielle du temps de calcul juste pour cette étape de détection de contact, surtout pour les grands modèles. L'efficacité passe à O de n log n, c'est une amélioration significative. Ça veut dire que des simulations qui étaient peut-être possibles en théorie mais irréalisables en pratique à cause du coût du contact deviennent maintenant envisageables sur des ressources de calcul modernes, même si ça reste exigeant. C'est un déverrouillage technique important. Je reconnais volontiers le gain de performance sur l'étape spécifique de la recherche de contact grâce à l'algorithme KDIT, oui. Faire passer cette étape de O de n2 à O de n log n, c'est une optimisation classique et bienvenue, c'est sûr. Cependant, il ne faut pas perdre de vue le coût de calcul global du modèle couplé. La recherche de contact, ce n'est qu'une partie du problème. Il faut toujours résoudre, à chaque pas de temps, un système complexe d'équations couplées. D'un côté, l'électrophysiologie, réaction-diffusion non linéaire, de l'autre, la mécanique des solides non linéaires, hyperélasticité, grande déformation, quasi-incompressibilité. L'ajout de la gestion du contact, même optimisée, vient encore complexifier ce système déjà lourd. Et en plus, comme on l'a souligné, la méthode de pénalité, bien qu'efficace en termes de calcul, introduit cette dépendance à un paramètre qu'il faut choisir avec soin. Le choix de ce paramètre, et potentiellement d'autres pour la stabilité numérique, par exemple pour le couplage déplacement-pression, ça ajoute une couche de complexité non négligeable à l'utilisation pratique et fiable du modèle. Il faut une certaine expertise pour faire tourner ça correctement. Ma question restait donc, malgré l'amélioration sur le contact, est-ce que cet outil, globalement, avec son coût de calcul intrinsèquement élevé et sa complexité de mise en œuvre, ne reste pas pour l'instant largement confiné aux laboratoires de recherche très spécialisés en biomécanique? Est-il vraiment prêt à être diffusé plus largement pour des analyses cliniques ou même précliniques de manière plus routinière bientôt? Le coût en temps et l'expertise nécessaire me semblent encore des freins majeurs. Vous pointez des défis réels en termes de coûts et d'expertise, et ce serait naïf de les ignorer, oui. Cependant, je vois ce travail avant tout comme l'établissement de fondations solides sur lesquelles on va pouvoir construire pour l'avenir. Et ce qui me conforte là-dedans, c'est que les auteurs eux-mêmes identifient très lucidement les limitations actuelles. Pas comme des impasses, mais comme autant de pistes de recherche futures qui sont prometteuses. Ils mentionnent explicitement dans leur discussion le besoin d'enrichir le modèle électrophysiologique. Une des pistes majeures, c'est bien sûr d'y intégrer l'influence du système nerveux entérique, qui joue ce rôle crucial dans la régulation fine de la motilité. C'est un défi énorme, scientifique et calculatoire, mais essentiel pour tendre vers plus de réalisme. Ils évoquent aussi le besoin d'affiner la modélisation de l'environnement mécanique. Plutôt qu'une simple condition de type Robin, il suggère d'explorer des modèles d'interface plus complexes, peut-être poreuses, pour mieux représenter les échanges avec les organes voisins et le mésentère. Concernant le contact lui-même, ils reconnaissent la sensibilité de la méthode de pénalité et suggèrent le développement de méthodes plus robustes, par exemple des pénalités adaptatives, qui ajusteraient automatiquement le paramètre clé pour garantir la non-interpénétration et la stabilité, sans réglage manuel fastidieux. Le potentiel d'évolution de ce cadre est donc clairement tracé. Les directions pour le rendre plus biofidèle, plus robuste et potentiellement plus facile à utiliser sont identifiées. C'est à mon sens la marque d'une recherche saine qui construit sur ses acquis tout en reconnaissant le chemin qui reste à faire. Je suis d'accord que l'identification de ces pistes futures est pertinente et nécessaire. Cependant, l'énumération de ces défis souligne aussi en creux l'ampleur considérable du travail qui reste à accomplir avant d'arriver à un modèle vraiment prédictif et utile en clinique.
Intégrer de façon réaliste le contrôle neuronal complet ou capturer finement les feedbacks mécano-électriques bidirectionnels complexes, ce ne sont pas juste des améliorations incrémentales, ça. Ce sont des domaines de recherche actifs, extrêmement complexes en eux-mêmes, qui mobilisent des communautés scientifiques entières. Pareil pour modéliser fidèlement les interfaces multiphysiques. Donc oui, c'est important de reconnaître le potentiel futur, mais il faut aussi mesurer avec réalisme la distance qui nous sépare encore d'un modèle capable de représenter toute la complexité de l'intestin in vivo avec sa régulation nerveuse, hormonale, immunitaire, ses interactions avec le microbiote, etc., et qui soit suffisamment validé expérimentalement pour être utilisé comme outil prédictif fiable en clinique. Il y a une différence fondamentale entre poser des fondations, même solides et innovantes comme ici, et construire l'édifice complet et fonctionnel. Nous sommes, je pense, encore très clairement au stade des fondations pour la modélisation prédictive personnalisée de ces pathologies intestinales complexes. En conclusion, je maintiens que cette étude marque une étape méthodologique significative. En réussissant à intégrer pour la première fois de manière robuste et relativement efficace le phénomène d'autocontact dans des modèles électromécaniques 3D complexes de l'intestin, elle ouvre de nouvelles voies pour l'analyse in silico. Ça nous permet d'explorer des pathologies où ce contact mécanique est central, comme les hernies et les adhérences. La capacité à simuler ce couplage complexe électrophysiologie active, mécanique non linéaire, grande déformation et contact propre gérés efficacement constitue une contribution clé qui fait indéniablement progresser notre capacité à modéliser cet organe. Tout en reconnaissant, oui, l'élégance technique et l'importance fondamentale d'avoir enfin intégré la physique du contact, qui était une vraie lacune, il est crucial de garder une perspective critique sur les simplifications substantielles qui restent. Elles touchent des aspects fondamentaux de la biologie, l'électrophysiologie, l'absence du contrôle nerveux surtout, la modélisation de l'environnement tissulaire et les hypothèses de la méthode de contact, pas de friction, sensibilité aux paramètres. Ces simplifications limitent forcément aujourd'hui la possibilité d'extrapoler directement et surtout quantitativement les résultats des simulations à la complexité et à la variabilité immense du contexte clinique réel. L'étape franchie est importante sur le plan calculatoire. Elle ouvre des perspectives, c'est vrai, mais la validation expérimentale rigoureuse et le raffinement du modèle pour y intégrer plus de biologie pertinente restent des prérequis essentiels avant d'envisager sérieusement une application clinique directe et fiable. Nous pouvons néanmoins nous accorder sur le fait que l'exploration de ces phénomènes complexes sous des angles multiples, y compris via des outils de modélisation de plus en plus sophistiqués comme celui-ci, eh bien, c'est une démarche précieuse. Ça enrichit notre compréhension, ça soulève de nouvelles questions pertinentes. Absolument. Ce cadre de modélisation repousse indéniablement les frontières de ce qu'on peut simuler en biomécanique gastro-intestinale. C'est une plateforme intéressante pour la recherche fondamentale, cependant des défis considérables demeurent avant de pouvoir traduire cette sophistication technique en un outil d'aide à la décision clinique généralisée et vraiment prédictif. L'étude elle-même d'ailleurs, par sa discussion honnête de ses propres limitations, invite à poursuivre ces explorations nécessaires et à approfondir la validation. Le matériel source utilisé aujourd'hui recèle d'ailleurs bien d'autres détails techniques et résultats qui mériteraient une analyse plus poussée.